comment gagner de l'argent avec un podcast. Et là, ça y est, j'arrive à un stade où je peux ne faire que ça. Ça fait depuis 1 an et demi que tous mes invités qui passent dans le podcast payent pour passer dans le podcast. C'est la théorie des 1000 fans, hein, c'est-à-dire tu peux avoir 1000 fans et vivre de ton contenu. C'est quand même fou. Aujourd'hui, tu peux vivre avec juste un podcast. Et en fait, les bons commerciaux, ils font l'inverse. Ça, oui. Ils vont parler 30% du temps et laisser parler le reste du temps de leur interlocuteur. En gros, tu vois, t'as beaucoup de gens qui s'arrêtent à une relance alors qu'il en faudrait 5 à 8 des relances. 2 tiers des commerciaux, 70%, ne maîtrisent pas ces fondamentaux de la vente. J'ai attendu quand même 5 ans avant de switcher de modèle. Je peux proposer à l'invité un tas de contenu audio et vidéo et écrit. Ça fait à peu près 12 000 écoutes par mois. Cette stratégie, elle est quand même très peu utilisée en B2B en France. T'as 3 relances qui peuvent marcher. Franchement, merci pour cette mini masterclass. T'as 30 manières de monétiser un podcast. Okay. La manière la plus connue aujourd'hui, c'est le... Écoute, en tout cas, merci d'accepter l'invitation. En vrai, c'est très intéressant de parler avec toi parce que je pense que tu as interviewé, tous les meilleurs sales / on va dire experts B2B de France. Je sais pas combien tu as fait d'épisodes avec les héros de la vente, mais j'ai l'impression que tu as vraiment parlé à tout le monde. Là, on est à 180 épisodes depuis 6 ans maintenant. Ouais. Donc, j'ai parlé à pas mal de monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, je pense que presque tout le monde est passé dans ton podcast, donc c'est pour ça que je voulais t'interviewer, parce que moi, avec toi, j'ai un peu le condensé de tous les apprentissages des podcasts, donc c'est plus simple de parler directement à toi. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Ouais, de temps en temps, effectivement, je fais des épisodes dans d'autres podcasts sur différents sujets. Donc, tu me diras quel sujet tu veux qu'on aborde. Mais... Ouais, 100%. Bah déjà, en fait, les deux sujets, majoritairement, c'est déjà, en général, la DA de ce podcast, c'est vraiment comprendre, toi, quels sont tous tes business, je sais que tu en as plusieurs, quels sont tes business models, et je sais que tu en as pas mal, tu vois, genre, tu as du coaching, la vente, etc. Donc, je suis quand même curieux de creuser tout ça. Et j'ai quand même 3 questions, quand même plus basées sur l'expertise, quand même. Toi, tu es plus sales coach aussi, plus sur la partie closing, vente, de ce que j'ai compris quand même. Alors, je t'en parlerai, mais cette partie-là, je l'ai mis en parenthèse pas mal pour faire grossir le podcast. Okay. Là, je reprends un peu de coaching de manière ponctuelle, mais c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, je me suis mis à 100% podcasteur. Okay. Et tout ça pour essayer de créer un modèle économique autour de mon podcast. Et aujourd'hui, là, ça y est, j'arrive à en vivre. Et donc, j'ai pas mal itéré sur comment gagner de l'argent avec un podcast. Et là, ça y est, j'arrive à un stade où je peux ne faire que ça. Et le coaching, si tu veux, j'en fais par plaisir, mais c'est pas mon activité principale. Je pense pas que ça le deviendra de toute façon. Ça l'a été par le passé. Et là, je le fais de manière ponctuelle quand j'ai des demandes entrantes, mais je vais pas chercher l'entreprise à coacher, Okay. si tu veux. Ah ouais, justement, j'aime quand même beaucoup qu'on parle de ça parce que comme tu as tous les invités, j'ai vu que tu avais un podcast. Donc, du coup, je regarde ton podcast quand je te connaissais pas encore beaucoup. Moi, je connaissais que le podcast. Et je cherche, du coup, t'es CEO de quelle agence? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai vu que tu as 2-3 sujets. Et du coup, j'ai compris que c'était quand même ton business principal. Ce qui est quand même rare. En général, surtout en France, les gens qui font des podcasts, soit du coup pour vendre, entre guillemets, leur boîte derrière ou quelque chose. Et c'est vraiment pour un business model à part. Là où aux US, enfin, tu vois, je pense le plus connu de Joe Rogan, qui doit faire des dizaines, si ce n'est des centaines de millions juste avec un podcast. J'ai l'impression qu'en France, on n'a pas beaucoup ça. Et du coup, curieux de savoir, on va dire, comment t'en es venu à réussir, entre guillemets, à monétiser un podcast. Parce que même si c'est quand même niche, je me rends pas compte des écoutes que tu fais. Mais c'est quand même surprenant d'avoir un vrai business qui tourne avec un modèle, entre guillemets, aussi simple que juste un podcast. Ouais. Ok. Là, on a démarré ton podcast. Ouais, en général, je démarre comme ça. Je sais pas exactement comment je démarre, mais j'ai remarqué que les intros naturelles marchaient beaucoup mieux. Dès que je faisais une vraie intro, les gens droppaient au bout de 30 secondes. Donc maintenant, on va dire que c'est l'intro. Ok, d'accord. Donc oui, en fait, si tu veux, j'avais lu un article là-dessus, mais t'as 30 manières de monétiser un podcast. Okay. Je pense que t'en as même plus que ça aujourd'hui. Et tu peux créer aussi tes propres manières pour monétiser un podcast. Effectivement, je pense que ça représente peut-être 1% des podcasteurs qui arrivent à en vivre. Donc, tu as cité le plus gros, Joe Rogan, mais en France, franchement, je pense que ceux que je connais qui vivent d'un podcast, ça se compte sur les doigts d'une main. En tout cas, dans nos secteurs, hein, que sont le marketing, la vente, le B2B. Donc, en gros, la manière la plus connue aujourd'hui, c'est le sponsoring, c'est-à-dire de faire payer des entreprises pour faire de la pub dans ton podcast. Et moi, j'ai des sponsors depuis 4 ans, donc plutôt des éditeurs de logiciels qui veulent s'adresser à une cible précise, qui sont les dirigeants commerciaux, les commerciaux, les solopreneurs qui veulent des outils. Okay. Et j'ai créé un deuxième modèle qui, là, pour le coup, est encore plus rare, c'est de faire payer mes invités.
Et si tu veux, ça fait depuis 1 an et demi que tous mes invités qui passent dans le podcast payent pour passer dans le podcast. Et si tu veux, je pourrais t'expliquer pourquoi j'en suis venu à ce raisonnement, pourquoi ils acceptent de payer, quelle est la friction quand j'annonce que mon podcast est payant, et comment j'ai réussi à trouver un prix qui convient à tout le monde. Ouais, bah, justement, je suis curieux de savoir ça parce que justement, comme c'est pas très connu, je pense pas du tout en France, c'est un des seuls à le faire. Alors, en B2B, ça se comprend de faire payer un invité. En B2C, tu en ferais pas ça. Je comprends que les gens soient un peu surpris, parce que moi, je savais pas. Enfin, j'avais compris du coup récemment. Effectivement, les gens qui, en général, sont quand même toujours contents de parler, on va dire, passer dans un podcast. Je leur dis à la fin, par contre, c'est payant. Ils comprennent pas. Enfin, normalement, c'est eux qui donnent de leur temps, et là, c'est presque l'inverse entre guillemets. Donc, ouais, curieux de savoir, on va dire, pourquoi tu as eu cette idée-là et comment tu l'as mise en place. Oui, donc j'ai attendu quand même 5 ans avant de switcher de modèle et de faire payer les invités. Et donc moi, le podcast sur la vente, il est référencé. J'ai été quasiment un des premiers à lancer un podcast sur la vente B2B. Et ce qui est dur dans le podcast, c'est de rester régulier dans le temps et de maintenir ton podcast. Il y a beaucoup de podcasts qui s'arrêtent au bout de 10 épisodes. Et même au bout de quelques années, les très bons, ils vont s'arrêter parce que c'est chronophage, ça prend du temps et c'est pas toujours rémunérateur. Et donc, moi, j'en suis arrivé à un point où j'arrivais à avoir cette régularité. Et du coup, les audiences s'en sont ressenties. Et j'ai eu de plus en plus d'invités qui m'ont fait des retours en mode suite à mon passage dans ton podcast, ben, j'ai des clients enfin des prospects qui m'ont appelé, j'ai signé des clients, je suis trop content, ça m'a en plus donné de la notoriété en plus des Mm. leads. Et donc à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'il y a un modèle à faire, c'est de proposer à l'invité un package où je crée tout un tas de contenus, un peu comme dit Gary Vee, c'est-à-dire tu as ton format long, le podcast, tu vas faire des formats courts, donc les shorts, tu vas faire un format écrit, alors en plus maintenant avec les outils Ouais. IA, c'est de plus en plus facile, donc une newsletter. Et j'ai trouvé aussi la boîte secrète, on en reparlera, mais mon podcast, je le transforme en live LinkedIn pour Ok. avoir des leads pour l'invité. Et donc tout ce package-là fait que je peux proposer à l'invité euh, un tas de contenus audio et vidéo et écrit. Et en plus, je peux lui proposer des leads. Et souvent, ce que je lui dis, c'est que s'il fait une vente, eh ben, il rentabilise l'investissement. Et en plus de cette vente, il va être exposé à peu près entre 5 et 10 000 personnes qui s'intéressent à son sujet. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à le faire payer. Et c'est aussi pour ça que maintenant j'enregistre en studio pour que justement ce soit aussi justifié de payer quelque chose pour passer dans le podcast, parce que le studio, ça donne une image professionnelle et ça montre aussi le professionnalisme de mon podcast. Ouais, bien sûr. Ouais, justement, pour qu'on ait un peu une idée, c'était quoi les chiffres de ton podcast, à la fois en écoute, on va dire en abonnés, juste pour avoir une idée? Ouais, bah écoute, en gros, alors dans le podcast, on donne souvent les statistiques par Hmm. mois. Donc moi, ça fait à peu près 12 000 écoutes par mois. Donc en gros, ça fait par épisode, je publie à peu près 3 épisodes par mois. Tu vas être aux alentours de 3 000 écoutes par mois. Donc là, je parle que de l'audio. Maintenant, c'est sur YouTube. Alors pour l'instant, sur YouTube, c'est encore timide, mais ça prend Ouais, du YouTube, temps. c'est comme ça. Donc ça, tu vas rajouter. Ouais, c'est ça. C'est de la longue traîne. Donc tu vas rajouter quelques centaines de personnes avec YouTube. Le live LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir 50 inscrits à ton live LinkedIn, mais en fait, tu as beaucoup de gens qui vont regarder le différé sans être inscrits au live LinkedIn. Donc Ok. ça rajoute à peu près 1000 personnes. Ah, quand même. Ok, la Et vache. tu rajoutes. Ok. Ouais, LinkedIn, en ce moment, pousse beaucoup le format vidéo et notamment leur format webinar live. Et donc, en gros, le format long, il va faire environ 5000 écoutes. Et si tu rajoutes les formats courts, je vais faire à peu près 10 shorts par épisode. Et chaque short va générer, alors ça dépend des plateformes, hein. Sur YouTube, ça génère en moyenne 1000 vues. Sur TikTok, c'est un peu moins, mais tu vas en avoir toujours un qui va exploser. Tu vois, là, j'ai fait un short la semaine dernière qui a fait 27 000 vues. Et donc voilà, il faut essayer de se dire dans les 10 shorts, t'en as un ou deux qui vont popper. Et en moyenne, ça va te rajouter à chaque fois des audiences sur le format long. Ok. C'est quand même fou qu'aujourd'hui, tu peux vivre avec juste un podcast qui fait 5000 écoutes et tu dis ça en mode plus admiration. Tu vois, genre, je lisais, je sais pas si tu connais Naval Ravikant, Ouais, un célèbre, on va dire, entrepreneur, presque, on va dire, philosophe, on va dire, tech de la vallée.
Et je lisais son livre et justement, il disait qu'aujourd'hui, avec Internet, tu peux être tellement niche parce qu'en fait, tu peux parler à tout le monde et t'as plus les contraintes dans ton village, tu pouvais soit, on va dire, pêcher du poisson ou alors faire des vêtements. Aujourd'hui, juste toi avec un podcast qui parle uniquement de vente, uniquement 5000 écoutes, c'est ultra niché, mais c'est suffisant pour déjà en vivre très bien et plus, peut-être certains qui pourraient pêcher du poisson, tu vois, grâce entre guillemets à Internet. Et je pense que c'était l'exemple genre parfait, genre 5000 écoutes. Dans le secteur, c'est beaucoup, mais c'est quand même très très peu, tu vois, pour un podcast qui marche. Oui, en fait, c'est la théorie des 1000 fans, hein, Ouais. c'est-à-dire tu peux avoir 1000 fans et en vivre et vivre de ton contenu. Alors soit parce que tu monétises des produits, hein, ça c'est un autre modèle, tu leur vends des produits, tu leur vends de l'affiliation aussi, je le fais un petit peu. Donc je pousse des logiciels et quand les gens les utilisent, je suis rémunéré. Ou soit effectivement tu fais comme moi, tu fais payer les invités parce qu'eux ils vont s'adresser à une cible hyper précise, hyper qualifiée. Et dans le monde de la vente B2B, c'est vraiment pas facile de s'adresser à cette cible-là. Donc moi, je réponds à ce besoin-là. Tu vois, ce matin, j'ai eu un rendez-vous, j'ai une startup qui lance son logiciel pour les commerciaux. Et ben, la première chose qu'elle peut faire pour accélérer et avoir ses 100 premiers clients, c'est justement de s'adresser à ma communauté parce qu'elle sait qu'elle va s'adresser à des gens qui payent pour ce type de logiciel et qui est assez mature sur la question. Ouais, ultra intéressant. Et c'est qu'en soi, à la fois, tu as été un des premiers, on va dire, je pense, à faire payer les invitations de podcast. À la fois, tu as quand même rien inventé, entre guillemets, parce que la classique, on les connaît tous, les CEO qui passent sur BFM et qui ont payé. Alors, eux, pour vous, ouais, je pense les autres prix, genre 5, 10, 20 000 euros, peut-être, pour un passage de 5 minutes où ils interviewent, tu vois. Ça, en vrai, c'était très connu avant, ça s'est un peu perdu. Toi, c'est un peu la version moderne, entre guillemets, de ça, quoi. Ouais, alors tu vois, je sais pas, tu connais le podcast Ouais, Legend? Donc eux, ils ont un modèle qui cartonne, qui fait des millions de vues. Donc je pense que leur premier modèle, effectivement, c'est de vendre du sponsoring. Mais ils ont lancé Legend Business, où ok. là, tu vois des CEO passer dedans. Et je pense qu'ils ont créé aussi ce modèle-là, de se dire, bah, tu veux passer dans mon podcast qui a fait des millions de vues sur ton business, donc peut-être plus sur des produits, tu vois, comme Revolut, Hmm. Finari, par exemple des produits financiers où tu as besoin d'une masse de clients pour rentabiliser le passage dans le podcast. Donc moi, c'est un peu ce système-là, mais c'est toujours pareil. Moi, souvent, c'est des entreprises qui ont besoin, encore une fois, d'une vente pour rentabiliser le passage. Et sur les 5-10 000 personnes qui vont écouter, franchement, la vente, tu l'as fait. Alors en plus, je leur passe un fichier avec des emails, donc c'est le live LinkedIn qui permet En plus d'avoir de ça, ça. ok. Et là, ils peuvent. Ouais, en fait, le live LinkedIn, je t'en parle rapidement, mais le hack du live LinkedIn, c'est pas un vrai live, hein. Tu peux diffuser ta vidéo enregistrée, donc le podcast. Hmm. La première chose, c'est que tu peux inviter 1000 personnes par semaine. Donc toi et ton invité, vous pouvez chacun inviter 1000 personnes par semaine de ton réseau. En général, quand tu invites 1000 personnes, tu vas avoir entre 30 et 50 personnes qui vont s'inscrire. Donc ça te fait à peu près je sais pas, si tu invites quelques semaines avant, ça va te faire à peu près 100 invités. Et le deuxième hack, c'est que si tu passes par une page entreprise, donc moi je passe par la page entreprise Les Héros de la Vente, et ben tu peux demander à LinkedIn de te sortir le fichier CSV des inscrits avec les noms, les prénoms, les postes et les emails. Et donc tout ça c'est La RGPD vache, ok. compatible. Parce que en fait, c'est les gens qui s'inscrivent avec leur compte LinkedIn et ils ont un petit message ils doivent pas remplir leur email, mais ils ont un petit message qui dit est-ce que vous êtes ok pour que le créateur du live puisse exploiter ces données. Il y en a certains qui disent non, mais je pense 70% des gens disent ok. La vache, ultra intéressant. T'es un des seuls non, à faire ça parce que c'est vrai que je voyais pas mal de, on va dire, plus on va dire des personnes qui testaient les webinaires classiques, mais je savais pas qu'avec des rediffs tu peux Mm. avoir accès à tout ça, ce qui est en vrai une vraie mine d'or en l'occurrence, parce que là en termes de qualification, je pense que tu peux rarement faire plus qualifié que ça. Alors, je pense que pas grand monde connaît la fonctionnalité parce qu'à chaque fois que j'en parle, les gens se disent ah bon, je Ouais. ne savais pas. Mes invités qui sont tous des experts de la vente, quand je leur en parle, ils découvrent le truc, ils se disent c'est génial. En fait, moi, j'utilise Restream, un logiciel de streaming pour diffuser mon podcast sur des plateformes comme des lives. Et le jour où je leur ai dit j'aimerais bien récupérer des mails comme un webinar, vous n'avez pas une fonctionnalité webinar, etc. Et ils m'ont expliqué en passant par Ok. LinkedIn et cette fameuse fonctionnalité live LinkedIn, c'est comme ça que je pouvais avoir des emails. Donc, tu vois, eux, ils doivent avoir ce cas d'usage-là aux États-Unis, c'est des Américains, et ils m'ont expliqué comment l'utiliser. Ouais. Ok. Et justement, comment tu gères un peu la relation entre les personnes?
que tu invites et du coup que tu prospectes et peut-être ceux que tu refuses à la rigueur. Parce que le problème, c'est que si tu fais juste, on va dire, je fais payer et que tu prends, t'enchaînes 10 invités qui sont mauvais, qui voulaient juste payer, ton écoute d'Europe, du coup, au final, après, tu peux plus faire payer. Comment tu arrives à juger entre la personne accepte de payer et la personne en vrai est suffisamment intéressante quand même pour en faire un podcast? Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis que je fais payer, j'avais cette crainte, hein, c'est que effectivement la qualité des invités ou des épisodes baisse. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comme les gens payent quelque chose, ils préparent le podcast et on le prépare ensemble. Et donc, quand ils vont me parler de sujets sur la vente qui ont été vus et revus, euh, qui, qui sont un peu tarte à la crème dans la vente, hein, je leur explique, je leur dis attention, ça j'en ai déjà parlé, et, on a fait plein d'épisodes où on en parle, donc il faut retravailler ton angle d'attaque. Et donc, les invités maintenant préparent beaucoup plus les épisodes qu'avant, donc la qualité s'en ressent. Et aussi, j'ai pas de demande entrante. Enfin, j'en ai rarement. Donc c'est plutôt moi Ok. qui prospecte les invités. Et donc, quand je prospecte des gens, je regarde d'abord leur contenu sur LinkedIn, voir est-ce qu'ils ont des choses intéressantes à dire, et je rebondis sur leur post quand c'est le cas. Mais si je vois que le gars fait un post un peu pareil, tarte à la crème sur la vente LinkedIn, je vais pas l'inviter. Je vais pas me dire bon, je saute sur tout ce qui bouge. Je regarde quand même un peu le contenu pour voir si la personne a quand même un angle intéressant pour parler dans le Ouais. podcast. Ok, ouais, je vois. D'ailleurs, pourquoi tu n'as aucun inbound? Parce qu'en soi, avec autant d'audience, tu pourrais dire que beaucoup de gens veulent, on va dire, passer dans ton podcast, mais tu fais full prospection. Ouais. En fait, j'en parle, alors j'en parlais pas beaucoup dans mes contenus de ce que je te dis là, c'est-à-dire c'est payant, etc. Et là, depuis 2, 3 semaines, ça y est, je le pousse dans ma newsletter, donc je fais une newsletter presque tous les 10 jours. Et j'ai fait le pari d'en parler dans toutes mes newsletters maintenant. Et effectivement, là, j'ai eu le premier lead entrant qu'on a closé, donc pour septembre. Donc je pense que ça va commencer le l'inbound. Mais jusqu'à présent, j'en parlais pas. Je sais pas, peut-être que j'avais une fausse pudeur sur le fait de dire que c'était payant le podcast. Mais en fait, je me dis non, non, c'est ok. Ça fait 6 ans que ça existe. Il y a une communauté qui me suit. C'est un podcast établi. C'est ok. Donc maintenant, je suis en phase pour communiquer là-dessus. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que tu pourrais dire, si jamais moi je suis juste, on va dire, visiteur et je regarde le podcast, savoir que la personne a payé, peut-être que ça va me décourager, entre guillemets, à écouter. Je pense pas, mais c'est vrai que tu pourrais, enfin, j'aurais pensé à ça aussi, ouais. Tu pourrais te poser la question, effectivement. Alors moi, je fais le pari de me dire que de toute façon, les personnes, ils écoutent le podcast au bout de quelques minutes, ils savent si c'est intéressant, pas intéressant pour eux. Et moi, je fais en sorte avec l'invité de ne pas faire de la pub. Enfin, si tu Ouais. veux, mon podcast, c'est on répond à une problématique de vente et on essaye de donner des conseils aux auditeurs pour que eux puissent répondre à cette problématique. Bien sûr, l'invité va se présenter, va dire qu'est-ce qu'il fait, ses activités, et à la fin, on va donner son contact, son Calendly ou le lien vers son logiciel. Mais pendant tout le podcast, il va pas parler de ça. Ou alors, à la marge, de temps en temps, il va dire, bah, nous, on a cette problématique-là, notre logiciel, justement, le fait, il répond bien. Et ça m'est arrivé une seule fois hein, en 6 ans d'avoir quelqu'un qui fait vraiment de la pub pour ses produits, ses services, et je l'ai pas diffusé, ce Ah, à ce podcast. point-là, du coup, tu l'as dit, je te rembourse. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais. ok, ouais, compliqué, ouais. Ok. Ouais. Ouais, il faut quand même faire attention à ça, mais en général, maintenant, je briefe quand même très bien mes invités, donc ils savent qu'ils sont pas là pour faire de la pub. Sinon, là, ça ressemble à un publi postage tu vois, dans Forbes, et c'est pas Ouais, c'est intéressant. ça, ouais, c'est marrant. Et aussi, j'ai vu, que, je sais pas si tu as d'autres moyens, on va dire, de monétiser, parce que j'ai vu que tu avais des formations aussi ou des mini, on va dire, playbook. Ça fait également partie de ton modèle ou Ouais. pas? Oui, alors c'est pareil, je l'ai poussé pas mal à un moment donné, là je le pousse un peu moins. Donc c'est un document que j'essaye de mettre à jour. Donc c'est le playbook de vente que je vends, donc c'est une sorte de guide quand tu es directeur commercial et que tu veux implémenter des scripts, des techniques de vente dans tes équipes. Je le vends 79 euros, je le vends 100 euros avec s'il veut un guide de la prospection téléphonique en Ok. plus. Et en gros, j'en vends peut-être deux trois par mois. Donc j'en parle un peu de temps en temps dans le podcast, j'en parle un peu dans ma newsletter, mais je le pousse pas non plus énormément. Donc c'est plus un side project, tu vois, je l'ai bien travaillé, je l'ai bien fait, maintenant je l'améliore au fur et à mesure. Mais c'est pas mon produit, si tu veux, c'est pas sur ça que je vais vivre aujourd'hui là-dessus.
Et après, toutes les activités de coaching, donc prestations plutôt intellectuelles, j'en ai fait pas mal il y a quelques années. Et à un moment donné, je me suis dit, je pars dans tous les sens, je fais du coaching, je fais de l'aide au recrutement, je fais des cours dans les écoles, je fais mon podcast. Et je me suis posé, je me suis dit, qu'est-ce qui te plaît? Quelle est ta zone de génie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je me suis dit, en fait, c'est le podcast depuis 5 ans, c'est ça qui me drive et c'est grâce à ça que j'avance, que je crée des projets, etc. Donc, je vais mettre en stand-by toutes mes activités, dont le Ok. coaching, et je vais essayer de faire que du podcast, essayer de comprendre comment je peux gagner de l'argent avec. Et là, après cette décision-là, donc on se retrouve 2 ans après, ça c'est bon, j'arrive à me créer un salaire grâce au podcast. Et donc j'ai repris un peu le coaching, je me suis fait contacter là par une boîte qui m'a demandé de les aider sur leur développement commercial. Et il se trouve que j'ai bien aimé. Alors pareil, ça m'a rapporté peut-être 10% de chiffre d'affaires de ce que je fais d'habitude. Et je me suis dit que j'allais en refaire un peu. Et donc je vais en reparler dans ma newsletter là aussi. Mais je vais pas mettre demain sur LinkedIn coach de vente. Ouais. Je vais rester podcaster B2B. Et le coaching, ce sera par exemple sur des auditeurs qui aiment bien mon approche et qui ont une problématique commerciale et qui veulent qu'on la travaille ensemble. Ok, ouais. Et c'est que justement, comment tu comptes, on va dire, scaler ce podcast-là? Parce que la question que j'aime bien poser aux invités, c'est comment tu pourrais faire x2, x5, x10? Toi, en soi, c'est alors facturer un peu plus cher, faire un peu plus de vues. Et c'est quoi tes autres leviers là-dessus? Ouais, alors j'ai trois stratégies là. La première, c'est de faire du cross partenariat. Donc en gros, passer dans des podcasts comme le Ok, tien et en échange inviter le podcasteur dans mon podcast. ok, Donc bien sûr, faut que nos podcasts respectifs parlent d'entrepreneuriat, de vente, de marketing. Donc tu vois là, j'ai fait 3 podcasts récemment avec d'autres ok, podcasteurs qui ont trop des bien. podcasts complémentaires. Je vais en faire un autre à la rentrée. Donc première stratégie, partager nos communautés. Et je fais la même chose dans la newsletter avec, moi j'utilise Substack, donc j'essaye de trouver des Substack qui parlent un peu des mêmes sujets. Et on peut faire du référencement, c'est-à-dire moi je peux référencer plusieurs newsletters dans ma newsletter et eux également. Et ça effectivement ça marche, ça t'attire des abonnés en plus. Donc ça c'est la Ouais. première Juste stratégie. avant que tu Deuxième, sur la ouais, deuxième, c'est que cette stratégie, elle est quand même très peu utilisée en B2B en France, alors qu'en vrai, c'est presque la base quand tu veux, on va dire, grossir une audience. Enfin, tu vois, genre, les YouTubeurs en France, en vrai, c'est ce qu'ils font. Genre, ils font que des collabs maintenant. Il n'y a plus un YouTuber, on va dire un gros YouTuber français qui fait tout ça tout seul. Ils font que se partager les audiences. Là où pour l'instant, et du coup, je pense que ça est en train un peu de changer, en B2B en France, tu vois, genre, j'ai pas fait beaucoup de podcasts similaires, on se partage pas beaucoup les audiences. Alors qu'en vrai, je pense que ça pourrait, bah, comme tu le dis, être bénéfique pour tout le monde, je pense. ouais effectivement. Et moi-même, je l'ai en tête hein, cette stratégie, mais tu vois les dernières années je l'ai pas du tout utilisée. Et c'est cette année où je me suis dit, parce que j'ai un peu plus de temps de cerveau disponible, hein, puisque c'est mon activité principale maintenant, et je me suis dit, bah oui, il faut le faire. Alors c'est pareil, il faut pas faire un podcast sur deux, mais tu le fais une fois sur 6 épisodes, c'est pas mal, quoi. Hmm. Tu vois. Et après, deuxième stratégie, celle-là, elle est pas évidente, surtout aujourd'hui. Donc c'est la stratégie des stars, c'est-à-dire inviter des stars sur ton podcast, bien sûr de ton domaine. Alors, pourquoi elle est pas évidente? Parce que autant quand j'ai commencé en 2019, le podcast était encore assez rare, hein. Il y en avait quelques-uns. Bah, je te dis, sur mon domaine, on était 3. Et les gens découvraient ça, ils étaient contents de passer sur des podcasts. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup des podcasts, donc il faut montrer patte blanche. Donc le fait que j'enregistre en studio, déjà, ça m'aide. Mais tu vois, les stars que je vise, moi, c'est des gens, que je vais te dire, hein, qui passent à la télé. Donc ça va être Anthony Ouais, Bourbon, c'est toujours les mêmes, ouais. euh, ouais, la famille de l'agence, tu vois, on pourrait faire un épisode sur l'immobilier premium, la vente dans l'immobilier, à qui je pourrais inviter dans la vente. Alors lui, il passe pas à la télé, mais il est très connu, c'est Miguel Hmm. Aguilar, des mecs comme ça. Et eux, en fait, si tu veux, c'est un peu compliqué parce que tu les contactes, tout de suite, c'est une agence de presse qui échange C'est avec sûr, toi. ouais. Tout de suite, faut donner les audiences. Donc, comme tu l'as dit, moi, j'ai des audiences de niche. Donc, eux, ils comparent ça aux audiences de la télé qui font des millions de vues. Et c'est là où je bute sur quelque chose. Donc je pense qu'il faut que là je vise vraiment les stars. Il faut que j'aille voir peut-être les stars en devenir. Donc tu vois, par exemple, sur mon podcast, j'ai eu des mecs comme Bastien Pellissier, qui on va dire c'est le futur Miguel Aguilar,
qui est très connu sur les réseaux, sur ses vidéos avec la vente. Sur LinkedIn, par exemple, tu as un Jean-Pascal Mollet qui a été un de mes premiers invités, qui a beaucoup d'abonnés, mais il passe de temps en temps à la télé, mais ça reste, c'est moins connu qu'un Anthony Bourbon. Et après, des mecs qui, par exemple, qui sont très podcast friendly, tu vois, un mec comme Jean de la Ouais, bien Roche-Brochard, sûr, ouais. et ben lui, il accepte quasiment, je pense, toutes les demandes pour passer dans les podcasts. Il passe dans tous les podcasts. Je pense que ça fait partie de leur stratégie pour faire connaître Kima par rapport aux autres fonds d'investissement. Et donc lui, effectivement, je l'ai eu, mais il y a quelques années, hein, je l'ai eu, je crois, il y a 4-5 ans. Et j'ai mis l'audio sur YouTube. Bon, il n'y a pas la vidéo, c'est à l'époque, je faisais que de l'audio. Et effectivement, ça m'a fait des bonnes audiences sur YouTube. Alors sur Spotify, ça fait longtemps que j'ai des grosses audiences, mais sur YouTube, ça fait quelques milliers d'écoutes, alors que ma chaîne YouTube est assez récente. Et t'as quand même du coup essayé quand Donc même. ça, c'est la deuxième Et stratégie. t'as quand même essayé du coup d'inviter des stars parce que tu vois, tu parles d'Anthony Bourbon et je connais quelqu'un qui avait un podcast à 200-300 abonnés, qui a quand même réussi à l'avoir avec un message personnalisé sur LinkedIn. Et je sais que tu vois, typiquement Anthony Bourbon, il peut accepter des podcasts vraiment niche. Enfin, je l'ai vu dans 2-3 podcasts qui ont peut-être autant d'écoute que le mien. Donc, tu vois, typiquement, parfois Ok. ça peut se faire. Écoute, Anthony Bourbon, très sympa, hein, j'avais déjà fait une visio avec Ok. lui, il m'a répondu, il m'a dit, écoute, là, je suis hyper sollicité, je pars en vacances puisqu'on est l'été. Donc c'est son assistante qui s'occupe de ça. On a échangé plusieurs mails pour, je te dis, montrer patte blanche, montrer les stats, etc. Je désespère pas. Bon, je suis quelqu'un, je sais, dans la vente, faut relancer. Sur ça, ouais. Je sais que des gens comme dit Anthony Bourbon, en moyenne, c'est 18 relances. Ah ouais, ok. Donc j'ai dû en faire deux. Ouais, il paraît que les dirigeants assez haut placés, en moyenne, il faut 18 relances 18 relances, à la pour vache. créer le rendez-vous. Ah ouais, Ouais. ok. Donc Anthony Bourbon, je pense que c'est même plus que 18. Donc là, j'ai fait deux relances. Je sais qu'il faudra que je le relance une fois par mois ou relancer son assistante une fois par mois. Et un jour, ça va se faire, je désespère pas. Donc après, les mecs de l'agence, plus compliqué, tu vois, j'ai l'impression, parce que tout de suite, c'est tout de suite une agence de presse. Et c'est pas la même chose. Je pense que leur business, c'est vraiment la télé, hein. Ouais. Bon, bien sûr, vendre des biens immobiliers, mais donc c'est une autre démarche, mais c'est pareil, je m'accroche et voilà. Il faut pas se dire, ça reste des humains et il faut pas désespérer. Et effectivement, ça peut fonctionner. Ouais, c'est ça, ouais, 100%. Et le jour où ça fonctionnera, ben, tu vois, j'aurais été content d'avoir fait les efforts. Et évidemment, eux, tu les factures pas, c'est juste du coup pour faire grossir l'audience, pour ensuite facturer potentiellement plus cher du coup à ceux qui payent en l'occurrence. Ouais, effectivement, Ok, ouais. ok, smart. Effectivement. T'avais une troisième méthode ou pas? Ouais. Peut-être qu'un jour j'arriverai à facturer les Anthony Bourbon pour passer dans le podcast. Là, vraiment réussi. Je serai au top du top du monde du podcast, quoi. Et aussi, alors j'avais vu, je pense plus que c'est l'actualité, t'avais créé un SaaS pour analyser les appels de vente, si je me souviens bien. Ça Ouais. c'était avant, c'est ça? Oui, donc ça, c'est une aventure entrepreneuriale que j'ai eue pendant Ok. 4 ans. C'était avant l'IA, tu vois. Aujourd'hui, ça explose les outils pour se connecter à tes visios, faire de la transcription, analyser, etc. Bah, moi, j'avais voulu faire ça, mais en 2018. Donc, c'était un peu en avance de phase. Et comme quoi, le timing, il est hyper important dans l'entrepreneuriat. Donc, ouais, j'ai fait ça pendant 4 ans. On a eu une cinquantaine de clients. J'ai eu des salariés, un associé CTO. J'ai vécu l'aventure startup de Ok. logiciels. J'ai appris de mes erreurs, mais cette aventure-là, elle est finie. J'ai liquidé la boîte. Par contre, c'est pendant cette aventure que j'ai créé le podcast L'Héros de la Vente. Donc, comme quoi, quand tu crées un projet qui fonctionne pas comme tu voudrais, ça amène quand même des bonnes choses par la suite. Et tu vois, question, on va dire un peu précise, technique, parce que je suis curieux. Comment t'as fait ce SaaS justement quand t'avais pas l'IA? Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est simple, transcript, l'IA t'analyse et te dit c'est quoi tes erreurs. Avant l'IA, comment tu faisais ça Ouais. sous forme de SaaS? Alors en fait, si tu veux, tu avais la possibilité de te connecter à l'outil à la visio. Ok. Et en fait, tu avais une sorte de grille d'analyse qui s'affichait toi en arrière-plan, mais que ne voyait pas le client. Et toi, pendant le direct, ou a posteriori, si tu n'avais pas le temps de le faire pendant le direct, tu pouvais taguer les moments. Tu vois, donc ça taguait les moments, par exemple, objection du client, bam, t'appuyais sur un bouton et ça te faisait un chapitrage dans la vidéo. Ok. Et donc, tu vois, tu avais quand même un aspect manuel Ok. qui était pas facile forcément, mais une fois que les clients qu'on avait, ils arrivaient à le faire. Ils faisaient beaucoup sur du différé, ils faisaient beaucoup pour de la formation, et donc ça fonctionnait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu vois les outils d'IA,
tu fais rien, en 2 clics, t'as des infos, t'as des séquences, t'as de la transcription. Donc c'est vrai que quand je compare à aujourd'hui ce qu'on peut faire, ça change la donne quand même, hein. Ouais. Et je comprends qu'aujourd'hui, tu vois, ces outils-là, ça cartonne parce que moi, l'objection que j'avais beaucoup, c'était, bah, il va falloir que je mette un peu les mains dans le cambouis, que je me concentre, que je mette un peu plus d'énergie dans de l'analyse et le feedback. Ouais, c'est ça, 100%, ouais. Et est-ce que je peux te poser aussi deux, trois questions plus sur la partie, on va dire, vente, plus commerciale, de ce que, du coup, tout ce que tu as appris avec ces dirigeants, ou alors tout ce que tu fais parfois en coaching, si tu reprends un petit peu. Je peux te poser deux, trois questions là-dessus ou pas? Oui, avec Parce que plaisir, là où ouais. j'étais curieux, c'est que tu vends du coaching à 30 minutes ou à l'heure, de ce que j'ai vu. Comment, genre, en 30 minutes, même en une Oui. heure, tu arrives à être pertinent? Genre, quelles questions tu poses en préo? Parce que, tu vois, moi, c'est un peu ce que je fais avec mes clients, mais je serais incapable d'être, je pense, d'être pertinent en 30 minutes, tu vois? Comment tu arrives à faire ça? Franchement, 30 minutes, Compliqué. c'est Ouais. compliqué. Alors j'ai vu, hein, Oussama Hamar, c'est ce qu'il Ouais. fait. J'ai fait un coaching avec Thibault Louis. Alors il a dépassé les 30 minutes, hein. Normalement c'était 30 minutes, mais il a fait plus. 30 minutes, hyper compliqué. Bon, Oussama Hamar, j'ai l'impression, il a vu tellement d'entreprises qu'il Ouais. arrive sans doute à voir des patterns et à tout de suite à dire faut faire ça, faut faire attention à ça. Moi, comment je fais? Effectivement, 1 heure de coaching. Si le mec arrive, il te donne son business, son truc, etc., pas évident. Par contre, moi, ce que je demande au coaché, c'est de m'envoyer un maximum d'informations avant le rendez-vous. Donc moi, je fais mes devoirs, hein, quand même. Je regarde la boîte, le business, le modèle économique. Lui, il m'a envoyé ses problématiques par email. Donc en fait, j'arrive, je suis quasiment prêt. Je sais à peu près les axes de travail qu'on va faire. Est-ce qu'on va travailler sur sa prospection, sur ses messages de prospection, sur ses appels téléphoniques? Est-ce que plutôt on va travailler sur ses cibles? Est-ce qu'il y a un problème de ciblage? Est-ce qu'on va travailler plutôt sur ses outils, son CRM, ses outils de prospection? Donc tu vois, j'ai quand même les grands axes quand j'arrive en rendez-vous. Ce sur quoi on va travailler, je les ai déjà en tête. Après, des fois, au fil de la discussion, je me rends compte que c'est pas tant ça de ce qu'il m'a dit, c'est plutôt autre chose. Mais en 1 heure, tu arrives quand même à déblayer le terrain. Ouais. Et souvent, ce que font les gens, souvent ce qu'ils font, ils sont assez contents, ils reprennent une deuxième heure pour continuer le coaching. Mais en 1 heure, tu as quand même des billes pour débloquer des choses. Ok, ok, ouais. Et comment tu arrives à analyser surtout des appels de vente? Parce que là, je commence à m'y mettre parce que je vois que je suis pas si bon en vente que ce que je Oui. pensais. Et en fait, quand tu as l'enregistrement et que t'as pas d'outils IA qui le font, en vrai, comment tu le fais, enfin, avec tes clients, comment tu procèdes? Donc, tu as 2 choses, hein. Tu as les appels de vente au téléphone et tu as les appels de vente en visio, hein. Ouais, Je pense qu'il y a t'as quand même raison. 2 différences. Donc, appel de vente téléphone, c'est souvent de la prospection. Tu peux avoir des rendez-vous, mais c'est globalement 90% de la prospection. Donc là, moi, j'utilise des logiciels. Alors, pour les petites équipes, j'utilise Allo, qui est un logiciel assez récent de The Mobile First Company, qui va passer bientôt dans le Ok. podcast d'ailleurs. C'est des Français. Donc là, tu appelles avec ton téléphone, tu as l'application qui est pluguée, elle va t'enregistrer l'appel, elle te fait aussi de la transcription. Et en fait, quand tu écoutes un appel téléphonique de prospection, il y a plein de choses qui te sautent aux yeux ou plutôt aux oreilles. Ça va être l'accroche, Ouais. hyper important quand tu appelles en prospection. Ça va être le pitch, est-ce que c'est clair? Est-ce que la personne articule bien? Est-ce que la posture, elle est positive? Souvent, les gens, ils ont peur, ça se s'entend au téléphone et ils vont trop vite, ils disent trop de choses ou alors ils ont pas l'air très sympas parce ils ont Mm. peur. Donc il y a ça en deuxième. Et après, en troisième, il faut surtout pas essayer de vendre ton produit ou ton service, il faut plutôt vendre le Ouais, rendez-vous. c'est toujours ça. Donc c'est très vite call to action. Quand est-ce que vous êtes disponible? Alors moi j'aime bien les call to action géographiques, c'est-à-dire que j'aime bien quand on dit bah moi je me déplace dans votre ville telle date, est-ce qu'on peut se voir? Ça en général ça Ouais. marche bien parce que tu fais l'effort de venir voir les gens. Donc voilà, c'est ces 3 choses souvent qu'on travaille, accroche, posture et call to action. Ok. Ouais. Et après pour Ouais. la C'est vrai que juste visio, pour revenir là-dessus, euh, enfin, t'as dit la ouais, classique, juste ne pas vendre le produit ou le service et passer à l'étape suivante. J'ai l'impression que c'est le truc à suivre en n'importe quelle étape de vente, que ça soit alors, pas en closing du coup en l'occurrence, mais moi je fais plus on va dire de la prospection automatisée ou non. C'est toujours pareil, genre tu pousses dans la prochaine étape et tu fais étape par étape, pareil en appel, là où les gens, que ce soit un email, que ce soit un numéro de téléphone, un post LinkedIn, ils te balancent leur service et ils veulent que les gens achètent. Alors ce qu'il faut c'est juste pousser vers la prochaine étape, ainsi de suite.
Ouais. En fait, la vente, tu peux le faire en un appel si ton produit, on va dire, c'est un produit peu Ouais. cher. Si c'est un produit, tu vois, comme je te disais, le playbook à 100 euros, franchement, il faut le faire en un appel. Ça sert à rien de faire plusieurs étapes. Et ça marche pas. Et voilà. Et effectivement, dès que tu es sur des produits plus chers, plus complexes, etc., bah là, en un appel, c'est impossible. Donc, c'est un appel de prospection pour caler rendez-vous. Le premier rendez-vous, alors moi, je suis dans le SaaS B2B, donc c'est assez méthodique, hein. C'est un rendez-vous plutôt de découverte où tu vas comprendre les besoins du prospect avec des méthodes de vente. Donc, tu as le BANT, le spin selling, etc., etc. Et souvent, tu fais un deuxième rendez-vous avec, si possible, un décideur, peut-être un rendez-vous pour montrer un peu plus le produit, une étude de cas d'un client qui est un peu similaire. Et effectivement, tu essayes de créer une discussion au fur et à mesure. Donc, oui, oui, plusieurs étapes dans la vente. Tu pourrais en parler un peu plus? Et après, pour la... Vas-y. Ouais. Juste des méthodes, parce que tu as dit spin selling et ban, je sais pas exactement. Je connais pas, enfin, j'ai entendu ça de nom. Si jamais tu peux en parler un peu, je suis curieux. Ouais, bah c'est... t'as plein de méthodes de vente, mais c'est toujours un peu la même chose, hein. C'est... le BANT, par exemple, c'est le budget, alors je vais le dire en anglais, Ouais, franglais si tu veux, budget, autorité. Le N, c'est need, donc le besoin, et le T, c'est le timing. Et donc, dans ok, toutes ouais. les méthodes de vente, c'est un peu toujours pareil. T'as le Spiced aussi, allez voir sur Internet, qui est intéressant. Mais en gros, t'essayes de valider qu'il y a un budget. T'essayes de valider qui en interne prend la décision. Donc, si tu parles au CEO, en général, t'as pas besoin de poser la question. Le need, c'est le plus important, c'est quels sont les besoins de l'entreprise. En général, les besoins de l'entreprise, c'est soit de gagner de l'argent, donc des leads, des prospects, etc., soit de gagner du temps. Mhm. Donc, est-ce que ton logiciel, ton outil, ton service permet de processiser des choses, de faire des méthodes. Et après, ce que je te disais, le timing. Tu vois, moi, j'avais créé un logiciel d'analyse vidéo. Mon timing à moi était un peu trop en avance de phase. Et il faut aussi comprendre le timing des entreprises. Est-ce qu'ils sont sur une phase de croissance et donc ils vont faire des investissements? Est-ce qu'ils sont plutôt dans une phase un peu difficile où ils serrent la vis au niveau du budget? Et donc, c'est peut-être pas le bon moment, donc il faut les rappeler dans quelques mois. Tu vois, c'est un peu ça les méthodes dans la vente, c'est de poser ces questions-là pour comprendre tout ça. Ok. C'est vrai que c'est plus ou moins toujours la même chose, hein. Enfin, en vrai, peu importe le nom du modèle, en vrai, j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins les mêmes sujets qu'il faut Oui, savoir. tu as des modèles plus ou moins évolués, mais il faut pas trop se compliquer la vie, en tout cas quand on débute dans la vente. Et effectivement, quand on est dans une entreprise assez mature, avec des commerciaux assez aguerris, on peut aller sur des modèles plus compliqués où on rajoute des informations à ce que je viens de te Ok. dire. Et justement, en général, quand tu analyses certains, alors plus du coup, l'appel de vente en visio, par exemple, plus appel de vente classique, entre guillemets, en étiquette, on va dire prix Ouais. classique en B2B, c'est quoi les erreurs classiques que tu vois? Parce que le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que tous les gens disent que c'est des bons commerciaux. Tous les fondateurs, tu les as en call. Ouais, moi, je pense que les sales, t'inquiète, pas de problème. En closing, je gère. Et au final, tu te rends compte que, bon, mathématiquement, 100% des CEO ne peuvent pas être bons en sales. Être bon en sales, en vrai, c'est quand même une minorité. C'est quoi les erreurs en général que tu vois? Ouais, bah la première erreur classique que tu retrouves hein, dans les appels de prospection, c'est de faire des rendez-vous trop longs. Ok. Donc tu vois, c'est classique, hein, t'as un fondateur. Alors c'est bien que les fondateurs fassent de la vente, c'est les premiers vendeurs de leur entreprise, mais souvent ils sont à fond sur leur produit et du coup ils vont rentrer dans des tunnels pour expliquer le produit, montrer le produit, etc. Et en fait ils ont perdu leur interlocuteur au bout de 5 minutes qui est déjà en train de scroller sur LinkedIn, en fenêtre partagée, enfin en fenêtre à côté sur un onglet. Donc, faut vraiment essayer d'éviter d'être trop long. Faut plutôt poser plein de questions, s'intéresser et de temps en temps rebondir en disant ah bah ça c'est exactement ce à quoi on répond. Et là, tu parles un peu. Et en fait, quand tu analyses les appels, les visioconférences, il y a certains logiciels qui font ça. C'est que souvent, tu as la règle, alors ça peut être la règle des 80-20 ou des 70-30, mais souvent le commercial va parler 70% du temps et son interlocuteur 30% du temps. Et en fait, les bons commerciaux, ils font Ouais, c'est ça, l'inverse. oui, j'allais Ils dire, ouais, vont d'accord. parler 30, ils vont parler 30% du temps et laisser parler le reste du temps leur interlocuteur. Donc ça, c'est vraiment l'erreur classique. Voilà. Deuxième erreur, alors je sais pas si c'est dans le rendez-vous, mais c'est plutôt tout ce qu'il y a autour du rendez-vous, c'est-à-dire bien préparer le rendez-vous. Moi tu vois, j'envoie des questionnaires avant de faire mes rendez-vous.
Avant chaque rendez-vous? Ensuite, ouais, avant chaque rendez-vous, j'envoie des questionnaires pour, tu vois, pareil, en savoir un Ok. maximum de choses par rapport à mon prospect. Euh, ils le remplissent pas toujours, mais déjà, ça montre un professionnalisme. Ils le remplissent, on va dire, 7 fois sur 10. Deuxième chose, donc en fait, tu as l'avant, pendant et après. Deuxième chose, c'est pendant, donc on en a parlé, faire pas trop long, mais surtout, il y a la posture aussi, c'est-à-dire, t'es commercial, bon, tu vois, là, ça dépend aussi de ton secteur, mais il faut faire attention à ta présentation, l'image, la qualité d'image, ça paraît bête, mais faire attention au son, l'image. J'ai déjà eu des rendez-vous avec des commerciaux où l'image était cracra, le son était cracra, bah t'as pas envie d'écouter la personne. Et après, t'as l'après. Et l'après, elle est hyper importante. L'après, ça va être synthèse du rendez-vous. En plus, maintenant, les IA le font. Qu'est-ce que t'envoies après? Est-ce que t'envoies des études de cas de clients? euh, Combien de fois tu relances la personne? En gros, tu vois, t'as beaucoup de gens, ils s'arrêtent à une relance alors qu'il en faudrait 5 à 8 des relances. Donc ça, c'est vraiment des fondamentaux de la vente. Mais là, c'est une stat que j'aime bien, que je dis beaucoup dans mon podcast. C'est que 2 tiers des commerciaux, 70%, ne maîtrisent pas ces fondamentaux de la vente. Donc si tu prends des populations moins commerciales, comme des CEO C'est par encore pire, exemple, ouais. tu peux être assuré qu'ils vont pas avoir non plus ces fondamentaux. Donc, c'est pas rocket science, la science, hein, c'est de la rigueur, c'est de la discipline, mais si tu appliques cette rigueur-là, souvent, tu t'augmentes tes ventes. Ok. Super intéressant. Mettre les questionnaires avant le rendez-vous pour qualifier. En plus, en vrai, 7 personnes sur 10, c'est quand même énorme. C'est que, bon, je pense que les gens le font avec quelques questions dans le Calendly ou dans le iClose, mais ça reste quand même très limité. Relance un questionnaire après, Faut pas ouais, en mettre, j'avoue que c'est smart. ouais, faut pas en mettre trop non plus des questions, hein, sinon ils vont pas y répondre. Mais tu vois, moi, c'est en plus dans mes questions, j'ai plusieurs questionnaires à choix multiples, tu vois, des QCM. Donc, il y a peut-être une question ouverte, mais le reste, c'est du QCM, donc ça va vite. Je pense qu'en 5 minutes, ils ont répondu au questionnaire. Et tu en as parlé du coup sur la partie, on va dire, post-rendez-vous. euh, une fois que tu fais les relances, comment tu gères ça alors, en général? Je sais que du coup, ça on va dire, diffère beaucoup, mais là, pour le coup, j'ai beaucoup de clients qui me posent la question. En fait, j'ai quand même jamais trouvé la recette secrète dans le sens. J'ai l'impression quand même que il faut relancer, et c'est entre guillemets une bêtise de pas le faire, mais ça fait vite, on va dire, la personne qui a besoin de clients, qui relance beaucoup. Là où parfois une approche très détachée en mode voici ce que je fais, ça t'intéresse ou pas, ça marche parfois peut-être plus. C'est quoi tes recos là-dessus, plus sur les, on va dire, post-rendez-vous? Ouais, alors selon moi, tu as 3 relances qui peuvent marcher, 3 types de relances. La première relance, c'est la relance où tu partages de la valeur. Par exemple, tu as fait un rendez-vous sur un sujet, par exemple, je sais pas moi, la relation client. Tu vends un système pour la relation client. Ben, quand tu relances, tu dis, tenez, regardez, j'ai fait un podcast qui parle exactement de votre problématique. Je vous le partage au fait à disposition pour prolonger nos échanges. Tu vois, donc t'as pas fait un acte vraiment de vente, tu as juste partagé de la valeur, mais tu restes dans la tête de ton prospect, donc tu fais du nurturing. Deuxième type de relance, c'est plutôt, donc là tu as parlé plutôt de quelque chose de toi que tu as partagé, donc une ressource. Là tu vas faire une relance plutôt sur quelque chose de ton prospect, donc ce qu'on appelle un signal d'affaires. Ok. C'est-à-dire que tu as suivi l'actualité de ton prospect, donc tu as des outils gratuits comme Google qui te permettent de suivre l'actualité de ton prospect. Tu as aussi maintenant des outils payants, des logiciels qui te permettent aussi d'avoir des alertes sur les recrutements, les levées de fonds, les participations à des salons, etc. Et donc là, tu vas dire, tiens, j'ai vu que vous avez fait une levée de fonds, est-ce que ça pourrait permettre de relancer notre discussion, etc., etc. Donc tu montres que tu t'intéresses à l'actualité de ton prospect. Et la troisième relance, donc ça c'est moi qui l'ai Ok. inventé, c'est la relance en fonction de toi, tes dates et tes déplacements géographiques. Alors, c'est un peu old Ouais, school, mais moi, à ok, chaque fois que je le fais, ça ça fait très old marche. school, mais ok, why not? Ouais. Mais c'est de dire, bah voilà, vous êtes à Montpellier, moi je suis à Toulouse, je passe à Montpellier du 25 au 27 septembre. Est-ce qu'on peut se voir pour un café? Franchement, c'est une relance qui est old school, mais qui marche parce que les gens sont là, bon, bah ok pour un café. Et une fois que tu rétablis une relation, tu bois un café, tu passes un peu de temps, et ben t'as noué une relation commerciale. Et en fait, moi, je le faisais beaucoup quand j'étais commercial parce que je vendais des logiciels aux clubs de sport de haut niveau, Ok. clubs de foot, de rugby, de basket que tu vois à la télé. Et en fait, pour vendre à ces gens-là, eh ben, il fallait les voir, il fallait se déplacer, il fallait nouer une relation. Après, tu avais leur portable, tu pouvais leur envoyer des textos.
Et au bout d'un moment, bah, ça signait, quoi. Les mecs, le commercial du concurrent le faisait pas, cet effort-là. Et donc, ils se disaient, bon, leur logiciel est top, peut-être un peu cher, mais il est top. La relation avec Alexandre, elle est top. On a du budget. En plus, on voit que les meilleures équipes du championnat l'utilisent. Et donc, ça justifie qu'on switch de système et Ok. qu'on prenne leur logiciel. C'est c'est vrai que Donc ça, c'est des relances. Je pense qu'il y en a d'autres types de relances, mais c'est 3 relances que j'utilise et qui fonctionnent. je trouve ça intéressant parce que les relances un peu old school, tu vois, elles sont presque plus utilisées. Tu vois, genre, moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai dû voir 2-3 clients dans ma vie, enfin, tu vois, tout se fait en digital. Et c'est que essayer de réutiliser, tu vois, des trucs un petit peu old school qui quand même marchent très bien. Pas forcément la prospection physique, on va dire, où tu fais toc toc au business. Quoique, j'ai vu des boîtes qui le faisaient encore en 2025, ça marche vraiment très bien et que plus personne le fait. Mais s'inspirer de Ouais. trucs comme Ça, ça marche bien. ça a des lettres manuscrites. Ouais. Hein, plus personne ne le fait, mais pourquoi pas. Mais en plus, tu as des logiciels qui existent qui te permettent de le faire un peu de manière automatisée. Donc, faut pas hésiter. En fait, la vente, faut se dire que essaye de te souvenir dans tes derniers mois ou tes dernières années d'une expérience de vente que tu as bien vécue, d'un commercial qui t'a prospecté. Essaye de te souvenir. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu poses cette question-là aux gens, la plupart des gens se disent franchement, je me souviens, il n'y a personne qui m'a marqué. Et en fait, être C'est vrai. un bon commercial, c'est ça, c'est quelqu'un qui va marquer ses prospects. Il va pas forcément leur vendre tout de suite quelque chose, mais quand ces prospects-là vont avoir cette problématique, ils vont se souvenir de lui. Et c'est comme ça que tu arrives à vendre aujourd'hui, je pense. C'est vrai que j'ai pas trouvé, hein. On m'en a vendu des choses, mais là, j'ai réfléchi et c'était ouais, c'était vraiment classique, entre guillemets. Enfin, c'était le R1, le R2 au Ouais, max, de relance. Et puis après, bon, c'est produit ou service et ça s'arrête là. ouais. Et aussi, peut-être, je pense, dernière question plus précise. Euh, Comment faire? Est-ce que le mieux en général, que ce soit, on va dire ça sous service, c'est présentation, genre j'arrive et je te fais un PowerPoint précis où je te détaille, on va dire, l'offre, ou alors je la joue genre pas du tout, maximum partage d'écran un petit peu en direct, en mode pas organisé. Je sais que c'est un peu les deux écoles où ça marche parfois très bien quand tu as un PowerPoint très organisé, et ça rassure la personne, mais ça fait quand même très très sales, en mode tu parles tout seul, ou à l'inverse, tu fais genre de toi à moi, on discute, si jamais t'es ok, on commence à travailler ensemble. C'est quoi les retours que tu pourras avoir là-dessus? Alors, ça dépend des secteurs. Ouais. Tu vois, il y a des secteurs qui sont très normés. Tu vois, par exemple, les ESN qui vendent du conseil, il faut que ce soit quand même très cadré avec des PowerPoint, etc. Le B2B, le SaaS B2B, bah, à un moment donné, il faut montrer du logiciel, donc il y a quand même du partage d'écran. Donc ça va dépendre du secteur, mais ça va dépendre aussi de tes interlocuteurs, parce que et là on arrive sur un truc que tu apprends quand tu es commercial, mais que c'est le profil psychologique de tes interlocuteurs. Mm. Tu as des gens, donc tu as la méthode, en gros, la méthode facile, c'est la méthode disque, la méthode des 4 couleurs. Et tu as la méthode un peu plus complexe, qui est pas évident à maîtriser en rendez-vous, la méthode des 16 profils. Ah ouais, en direct, il Donc, faut que tu mettes ton client dans une des 16 cases? ouais, c'est ça. Ouais, Mais ça, faut... franchement, faut être bon pour le faire. Même moi, j'arrive pas, tu vois. Donc, la méthode disque, elle marche bien. Donc, tu as 4 couleurs, 4 profils. Ça marche bien, donc tu vas avoir les profils bleus qui sont très organisés, très cadrés, etc. Eux, effectivement, faut plutôt leur faire des démos où tu respectes une méthode, tu leur montres beaucoup de choses, beaucoup de fonctionnalités. T'as les rouges, pour le coup, eux, plutôt entrepreneurs, etc. Faut aller vite, faut plutôt aller sur des chiffres, plutôt notamment sur l'argent que tu vas leur faire gagner ou le temps que tu vas leur faire économiser, mais faut pas faire des rendez-vous à la rallonge, faut aller très vite, faut pas trop bégayer, faut pas trop faire du chit-chat. Au contraire, tu as les profils jaunes qui, eux, vont être très dans la relation, très amicale. Et eux, pour le coup, faut faire du chit-chat, faut parler de ses vacances, faut rigoler, faut être solaire. Et là, pour le coup, si tu commences à montrer un PowerPoint, à dérouler ton PowerPoint, ils vont s'endormir et eux, ils vont aller voir les résultats des matchs de foot de la veille. Et après, le dernier profil vert, qui est peut-être un peu plus pas complexe, mais il faut quand même peut-être un peu préparer. C'est des profils qui sont dans l'écoute, l'attention, donc ils vont t'écouter quoi que tu fasses. Ils vont pas oser te dire que c'est trop long, c'est trop amical, c'est trop carré. Donc faut trouver le juste milieu. Là-dessus, je pense qu'il faut être très empathique avec eux, très ouverte, assez doux, pas les brusquer. Tu vois, au contraire des rouges, pas aller trop dans le
les chiffres, etc. Et donc voilà, il faut essayer d'aller dans l'aide en disant je peux faire un deuxième rendez-vous, je peux vous aider, je peux vous accompagner. Donc tu vois, ça dépend ces profils que tu vas avoir en face. Ok, ouais, ultra intéressant. C'est vrai qu'en l'occurrence, j'ai l'impression de voir tu vois, tout ce qui est profil bleu, rouge, etc. J'avais vu ça en école de commerce, je sais pas, en première année. Je pensais que c'était un peu du bullshit, Ouais. etc. Mais in fine, force est de constater que quelques, on va dire, années après, je me rends compte quand même qu'en fait, alors, c'est compliqué parfois de les déterminer vraiment dans une case, mais tu t'en rends compte quand même, enfin, naturellement, tu vois qu'il y a une personne, il faut que tu parles de ses vacances. Et à l'inverse, enfin, tu vois, genre, il est bleu, tu vois, il me semble. Tu commences à parler de ses vacances, t'es genre le rigolo de service, tu vois, si tu commences à faire ça. Et c'est vrai qu'avoir des frameworks, c'est que enfin, moi, j'étais de l'école, ouais, je pense que je suis bon naturellement, pas besoin de framework. En soi, je pense qu'il faudrait que j'en mette beaucoup plus, comme beaucoup de gens. Ne serait-ce que des frameworks très très classiques que tu as donné, tu vois, les premiers et ça, et les couleurs, ça peut être amplement suffisant. Hein. Oui, et après, en général, quand tu fais des rendez-vous clients comme ça, l'idéal, c'est de les enregistrer, de les revoir. Ouais, c'est ce que je vendais avec ma startup. Et tu te rends compte à un moment donné, tu perds l'attention de ton interlocuteur. Au contraire, à un moment donné, tu la raccroches. Et là-dessus, tu peux essayer d'améliorer des choses justement en ayant des templates de ce type. Donc c'est des méthodes qui sont pas infaillibles, mais qui te permettent quand même de progresser. Et là, c'est pareil. Si tu regardes tes rendez-vous, tu écoutes tes appels, tu vas faire ce que 90% des commerciaux ne font pas. Et qui va te permettre d'être au-dessus et de faire partie des bons. Ok, ultra intéressant. Mais écoute, franchement, merci pour cette mini masterclass, on va dire, sur la partie selling. En vrai, j'ai pas encore trouvé de bonnes personnes à qui poser ces questions-là. Quoique, il me semble Ok. que dans 2 jours, je reçois Jules Gardère, qui est du coup l'head of sales de Ah Scalesia. ouais, Donc, je pense que lui aussi, enfin, lui, il très fait bon, ouais. vraiment que la partie sales, hein, il me semble. Donc, je pense qu'il pourrait aussi pas Oui. mal répondre là-dessus. Ouais, j'ai pas eu Jules, j'ai eu le CEO Benoît qui était toulousain à Ouais. l'époque. Donc je l'ai reçu chez moi, tu vois, Ah c'était oui, à ce moment-là. peut-être le deuxième épisode du Ok. podcast. Ouais, j'avais encore mon micro, tu sais, enregistré, et puis il était là, il avait pas encore fondé Scalesia, il était tout seul, freelance. Et c'est rigolo que 6 ans après, Scalesia, ça marche bien, ils sont une cinquantaine, etc. Donc ouais, de très bonne école, Scalesia, je pense que tu auras beaucoup de valeur avec Ouais, Jules. Ouais. 100%. Et j'ai aussi 2, 3 questions que je pose à chaque fois à tous mes invités, du coup, plus sur la partie perso, là. Donc, actuellement, avec les héros de la vente, c'était encore un peu de temps. C'est quoi, on va dire, Oui. ta plus grosse problématique, là, actuelle? Le sujet qui te prend le plus de temps? Alors une problématique qui est évidente quand tu fais du logiciel, mais quand tu fais de la presta de service comme du podcast, qui est beaucoup moins évidente, c'est à quel point tu peux scaler ton activité. Tu vois, là, j'ai trouvé une méthode pour, en gros, trouver des invités dans mon podcast acceptent de payer. Et quand je pousse un peu sur le champignon, c'est-à-dire la prospection, je remplis mon agenda. Donc, pour donner un exemple, à la rentrée, là, en septembre, je dois avoir une dizaine, voire même 12, je crois, aux dernières nouvelles, d'interviews. Ok. Sauf que comme je publie un épisode tous les 10 jours, voire aller au maximum par semaine, et bah, tu as des interviews que je vais enregistrer en septembre qui vont sans doute être diffusées en décembre. Ouais. Ouais. Donc là, j'ai une problématique d'agenda et puis aussi de scalabilité parce que à un moment donné, je fais la prospection, je fais les rendez-vous, je fais l'épisode, j'arrive à déléguer la post-prod maintenant, mais c'est une activité, le podcast, qui est du coup pas non plus hyper scalable. Donc, je regarde un peu les autres podcasts qui fonctionnent, etc. Et en fait, le moyen d'être scalable, c'est soit de faire comme Légende, de créer d'autres émissions, limite en déléguant à l'interview. Hein, tu pourrais Ouais, à ce imaginer un point-là, oui, ok. univers pour déléguer Faut être gros l'interview. après. Enfin, Je crois que l'audience donc de base doit être quand même importante, je pense. même Ouais. pas, tu vois, regarde le podcast Silicon Carnet qui parle Mhm. des Américains qui parlent de la tech aux États-Unis, qui à peu près sur YouTube, il va faire 4-5 000 écoutes. Là, ça y est, il explique qu'il va faire des podcasts différents, avec d'autres interlocuteurs, etc. Mathieu Stéphanie l'a fait avec la Martingale. Bon, effectivement, lui, il a des grosses Ouais. écoutes. Mais donc, il y a ça, ce modèle-là. Après, il y a le modèle, on n'en a pas parlé, mais simplement d'augmenter les prix. Donc à un moment donné, tu augmentes tes prix, tes prix, tes prix, tes prix. Donc tu auras sans doute moins d'invités, mais du coup plus de temps. Mais ça va te permettre aussi de scaler parce que tu auras, au lieu de faire, je sais pas, 4 interviews à 1 000 euros, bah, tu en feras une à 5 000 par Ouais. exemple. Tu vois. Donc voilà, c'est ma problématique aujourd'hui, c'est cette comment scaler
un podcast. C'est vrai que beaucoup, t'as pas trop d'exemples de podcasts qui ont scalé avec ce modèle-là, en tout cas. Enfin, je pense pas. Donc, c'est là où tu dois un peu. Alors, je pense que tu seras pas le seul à le faire et je pense que beaucoup le feront dans les prochaines années. Mais là, c'est un peu toi qui ouvre la voie, donc Ouais. bon, bon courage. Alors j'ai une petite idée derrière la tête, hein, mais tu vois, on n'en a pas parlé, mais j'ai créé un studio de podcast à Ok? Toulouse que j'ai, en gros, je fais travailler dessus des freelances. Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui loue le studio de podcast à Toulouse. J'ai pas besoin d'être là. Donc moi, je suis juste là en backup pour les problèmes commerciaux, il y a pas assez de clients, ou les problèmes techniques. S'il y a un problème, il faut changer une caméra. Bon, c'est moi qui paye tout, donc voilà. Mais ça me permet de faire un complément de revenu. Et après, j'aimerais bien aussi, d'ici quelques mois, reprendre un peu l'aventure logicielle pour créer un logiciel qui permet de transformer les épisodes de podcast en livres. En livres auto-édités sur Amazon. Et là, ça me permet d'avoir une brique scalable, répétable, dans mon univers autour du podcast. La problématique de ça, c'est est-ce que je fais une aventure comme ça avec un CTO, avec un développeur? Est-ce que j'essaie de développer ça moi-même avec les IA? Est-ce que l'IA, à un moment donné, va pas sortir un outil qui te permet... En gros, moi, je sais le faire aujourd'hui sur un épisode, je sais le transcrire en livre, mais j'utilise ChatGPT. J'aimerais bien le faire à l'échelle, avec tout de suite une connexion à Amazon KDP. Est-ce que l'IA aujourd'hui, dans quelques mois, va être capable de le faire en quelques clics? Est-ce qu'il faut développer un logiciel pour ça? Enfin, tu vois, c'est des questions que je me pose, donc c'est Ok. aussi une problématique toujours de scalabilité. Je l'avais pas vu venir celle-là. En vrai, hein, ultra intéressant. Après, c'est vrai que j'ai eu peur parce que quand t'as dit, je pensais faire un logiciel pour transformer des podcasts, je pensais que t'allais dire en short. Et j'allais dire, bon, bah, comme on va dire des centaines de logiciels actuellement avec de l'IA. Et j'avoue qu'en Ouais. livre, en l'occurrence, ouais, c'est vrai que c'est très rare à voir si c'est scalable. Ouais, j'ai vu une boîte américaine hein, qui essaye de faire ça, mais pour l'instant, ils n'ont pas sorti leur logiciel. C'est en bêta, tu t'inscris sur une liste d'attente. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais. Mais c'est vrai que bon, ça se rajoute au projet que j'ai déjà, donc c'est toujours pareil. Quand t'es entrepreneur, il faut rester focus, mais en même temps, quand t'es entrepreneur, tu vois des opportunités partout. Donc c'est toujours un équilibre difficile à avoir. Tu vois, pour revenir sur le livre là, de Naval Ravikant que j'ai lu la version où, en fait, et je l'ai appris après que c'était juste un podcast qu'il a fait de 2 heures avec son associé. Et c'était un écrivain Ah qui ouais. l'avait juste mis en forme avec juste un petit peu de paragraphe. Et c'était genre historiquement juste un podcast de 2 heures. Du coup, ils en font un livre que je vais Ah bah tu prendre vois. peut-être 10 heures à lire. Et donc en fait, c'est vrai que ce modèle-là en fait marche quand même très bien. Tu vois, je savais même pas cette anecdote. Pourtant, je l'ai, hein, le Ah, livre, mais je justement, il y savais en a pas. deux. Le Naval Ravikant classique, c'est Ok, un remix des tweets de Naval. Il y en a un autre qui est un peu moins ok. connu, How to Get Rich. L'almanach? Non, justement, Ok. Almanac, c'est le plus connu. Et l'autre, c'est juste Ok. échange entre son fondateur et lui. Et en fait, c'est juste un échange. Et ils ont mis ça sous forme de livre et c'est très bien. Et ouais, non, mais je pense qu'il y a des trucs à faire. Il y a tellement de podcasts qui sont géniaux. Moi, il y a des podcasts qui ont changé ma vie. Si tu pouvais en quelques clics les transformer en bouquin, ça ferait un revenu complémentaire pour le créateur de podcast ou le youtubeur. Hein, je parle de Oui, c'est podcast, sûr. mais ça pourrait être des vidéos YouTube. Et ben, je pense qu'il y a un truc à creuser. Ouais. Et bon, on va pas, on va dire, entrer dans l'air, dans la discussion de l'IA, mais c'est quand même intéressant ce que tu dis parce que Ouais. aujourd'hui, dès que tu as une idée avec un truc qui intègre de l'IA, tu dis soit c'est le nouveau truc qui va faire fois 1 million, soit en fait la prochaine mise à jour de ChatGPT va pouvoir le faire en 5 minutes et je vais faire un prompt avec un agent qui se connecte du coup directement à Amazon. Donc ouais, j'avoue que ce questionnement-là, il est compliqué. Ouais, à chaque mise à jour de ChatGPT, tu as 1000 startups qui sont Ouais. mortes. Hein, donc, c'est pas évident aujourd'hui hein, de vouloir se lancer dans les logiciels avec de l'IA, etc. Parce que tu t'investis. Enfin, une startup, c'est quand même un gros investissement humain, financier, etc. Donc, c'est pas évident, je trouve, aujourd'hui. Hein. Je plains un peu les aspirants start Ouais, upers. 100%. Et aussi, par curiosité, je pense que ce sera ma dernière question. Est-ce que tu sais un petit peu comment Joe Rogan alors je sais pas, c'est très random comme question. Tu sais comment lui a scalé parce que j'avais checké en parallèle et on parle quand même de 100 millions normalement par an. Alors lui, c'est quand même du B2C mass, on va dire audience et je pense que sponsoring. Mais comment lui a autant explosé avec un podcast et qu'il a pour le coup réussi à scaler fois beaucoup. Bah écoute, pendant que tu me parles, je me suis souvenu qu'en 2023, donc ça fait déjà 2 ans, j'avais fait un newsletter sur le pionnier du podcast devenu milliardaire, donc Ok. Joe Rogan, et j'ai analysé justement Oui. qu'est-ce qui a fait que son podcast a été connu. Donc je te lis rapidement, mais
Persistance, donc en gros le mec, il a son podcast depuis 16 ans, il fait des podcasts de 3 heures. Donc il y a peu de podcasteurs hein, qui ont cette, je te disais en début d'épisode, qui ont ce goût de constamment publier, et même si ça marche pas au début. Après, j'ai noté le goût de l'expérimentation. Donc, il a invité des personnalités très connues, moins connues, un peu ce que fait Legend, tu vois, il mélange un peu des stars que tu vois à la télé, et puis des gens pas du tout connus, mais qui sont intéressants. Et aussi des invités controversés, tu vois, dans une ère médiatique où tu blacklistes des gens dès qu'ils ont des paroles un peu différentes. Ben lui, il invite des gens controversés, et donc ça attire des auditeurs qui peuvent pas les écouter ailleurs. Donc ça, c'est un espace médiatique hyper intéressant. Après, il a trouvé les bons partenaires. Hein. Mine de rien, il a fait un contrat avec Netflix pour avoir un spectacle de stand-up sur Netflix. Okay. Donc il a été connu aussi comme ça. Et après, bien sûr, Spotify, hein, qui a signé une exclusivité sur ses podcasts pour un contrat entre 100 et 200 millions de dollars. Donc, trouver les bons partenaires. Et ensuite, j'avais noté être là au bon moment, au bon endroit. Donc là, j'essaye de voir un peu ce que j'ai écrit dans ce chapitre-là. Mais en gros, il a lancé le podcast en 2009 quand c'était un océan bleu. Et le boom du podcast, c'était 8 ans après en 2017. Sauf que le Joe Rogan, il avait déjà 8 ans de podcasting derrière. Et que, en gros, ces formats longs ont dépassé les talk shows qui se lançaient à cette époque-là, quoi. Donc c'est vrai que le côté se lancer avant tout le monde, un peu ce qu'a fait en France Mathieu Stéphanie, hein, le podcast sur l'entrepreneuriat, il s'est lancé vraiment avant tout le monde et aujourd'hui il en bénéficie encore, tu vois. Donc voilà, tous ces éléments-là cumulés, ça fait qu'aujourd'hui il cartonne. Alors après, il a du talent aussi, hein, je pense que. Mais bon, le talent c'est du travail, c'est aussi un peu de, ouais, comme je te disais, être là au bon endroit au bon moment et de la persistance. Quoi. Je pense que c'est la réponse la plus précise que j'ai eue, parce que là, du coup, tu es arrivé avec une newsletter que tu avais déjà faite. Je savais même pas que tu avais fait ça avant. Donc, ouais, c'est ultra intéressant. Ouais. Et ça prouve en soi, in fine, que ce qu'il faut à chaque fois, c'est juste. Tu peux dire qu'il a de la chance, mais juste, il a juste bossé à fond, parce que je sais pas combien il a de podcasts, lui, en 16 ans, mais tu vois, quand tu vois ses numéros, Joe Rogan, épisode 1240, tu te doutes que, bon, il a peut-être un peu de chance, mais surtout, il a bossé à fond. Ouais, et puis t'imagines, enfin moi je le vis un peu avec mon podcast à ma propre échelle, mais quand t'en as fait, moi j'en ai fait 180, mais lui quand t'en as fait 2000, au bout d'un moment, t'as aucune pression, ton cerveau il est en mode automatique, tu sais les questions qui vont marcher, tu sais mettre à l'aise tes invités, et du coup tu ressors de ça un épisode de qualité parce que les gens sont à l'aise, tu fais un peu d'entertainment, hein, et en plus Joe Rogan et les Américains ils sont forts, il vient de l'UFC, donc il est fort pour l'entertainment. Et donc ça aussi, tu rajoutes cet ingrédient-là dans sa soupe et ça fait son succès. Tu pourrais pas ajouter, on va dire, quelques personnalités un peu controversées, toi, en France? Genre, toi, tu prends un Oussama Hamar, ça va faire x2 sur tes prix directement, peut-être. Ben, non, mais tu vois, Oussama Hamar, c'est le bon exemple. Hein. Les mecs qu'il invite sur son podcast, je prends l'exemple de Thibault Louis. Ouais. Il a lancé un podcast sur YouTube. Premier invité, je crois que c'était Oussama Hamar. Et ben, son podcast, il avait une vidéo, ça faisait plusieurs milliers d'abonnés. Alors que moi, j'ai posté 500 vidéos sur mon YouTube pour arriver à 1000 abonnés. Donc tu vois, effectivement, alors après il y a eu des haters, mais comme il a des haters, ça fait bosser l'algorithme, et donc ça montre son podcast à des gens qui ne connaissent pas, et des abonnés, etc. Donc t'as raison, hein, c'est une bonne stratégie que j'ai pas encore mis en branle et que j'ai pas encore réfléchi. Bon, je te parlais d'Anthony Bourbon, il est un peu, il est pas autant controversé qu'Oussama Hamar, mais il a des punchlines qui peuvent être controversées. Donc, faut essayer de trouver une balance entre le ton que tu veux donner à ton podcast et peut-être des mecs qui peuvent effectivement provoquer des buzz et attirer plus d'abonnés. Ouais. Après, c'est un équilibre fragile hein, parce que tu vois, je pense qu'Oussama Hamar, il passe dans mon podcast. Je pense, j'aimerais bien, hein, pourquoi pas, mais ça peut ternir aussi l'image de ton podcast. Enfin, c'est vraiment une stratégie à réfléchir. Ouais, c'est vrai que 100% en termes d'équilibre, c'est que c'est quand même compliqué. Et tous les abonnés ne se valent pas. Enfin, oui, tu peux peut-être avoir 10 000 abonnés qui, avec des soit des haters de Oussama Hamar, mais là, du coup, les 5 000 abonnés un peu plus, qui sont experts en vente et qui doivent être, je sais pas, des sales gars dans la tech. En vrai, t'as pas trop d'autres moyens de les avoir qu'avec ton podcast. Donc, bon. Même si c'est la guerre des chiffres, après, la qualité, ça vaut quand même beaucoup. Ouais.
Après, si on prend le sujet, donc mon sujet qui est la vente B2B, eh ben, je suis certain que Oussama Ammar a plein de choses à apporter aux auditeurs, au-delà de de ses procès, etc. Si on parle que de son expertise, elle est intéressante. Alors, c'est justement ce que dit Joe Rogan dans son podcast, hein. Est-ce qu'il faut blacklister des gens ou leur donner la parole? Moi, je suis plutôt du style à donner la parole à tout le monde, les auditeurs font le tri. Et s'ils n'ont pas envie d'écouter Oussama Ammar, ils l'écoutent pas. Mais après, de cancel le mec qui a invité la personne controversée, c'est un peu, je trouve que c'est un peu Ouais, too c'est bon. much. Après, c'est vrai que le problème que tu peux avoir, c'est qu'une fois que tu as invité Oussama Ammar, le CEO derrière qui passe et qui paye, il faut qu'il soit d'accord avec ça aussi. Oui, Donc c'est vrai que toi, dans ton cas, c'est encore plus touchy, quoi. exactement. Et je suis sûr que t'en as, ils veulent pas passer dans un podcast où t'as invité Oussama Ammar, je suis certain. Et au contraire, t'auras peut-être des mecs qui sont fans et qui vont se dire ah ouais, je passe après Oussama Ammar, je suis super content, quoi. Tu vois, donc c'est pas évident, hein. Moi, franchement, c'est le côté quand tu fais du contenu, c'est le côté. Je sais que pour booster un peu les algorithmes, faut faire des contenus parfois un peu, comment dire, un peu clivants. Mais est-ce que tu as envie, toi, d'être clivant dans ton ton éditorial? Bah, c'est une question que je me pose. Je connais, par exemple, si on prend les newsletters, Johan Lopez qui fait une newsletter sur les finances personnelles. C'est pas du tout clivant, mais c'est hyper qualitatif et ça marche, tu vois. Et donc, je sais qu'on peut réussir sans être clivant, mais c'est peut-être un peu plus dur que si tu fais une émission où à chaque épisode, tu fais des punchlines hyper clivantes, etc. Et là, tu joues plutôt le jeu des algorithmes. Moi, pour l'instant, c'est pas tant le jeu des algorithmes que je joue, c'est plutôt le jeu de on va dire, la qualité premium, de donner un message très précis, très professionnel. Et tu as compris, comme je fais payer mes invités, ça a du sens, ma stratégie. Ouais. Si ma stratégie, c'était d'avoir de l'affiliation, beaucoup d'abonnés qui achètent des produits affiliés, bah là, ça aurait peut-être plus de sens de faire des épisodes avec des invités clivants. Euh, donc Ouais. voilà, je pense que c'est intéressant de réfléchir quand on fait du contenu à cette Ouais. question. De toute façon, c'est toujours le grand débat. Enfin, à quel point on va dire tu fais du broad ou alors du niché. Genre, pour l'exemple, là, j'ai fait que des posts nichés qui m'ont ramené, Ouais. je pense, tous les jours des rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai fait un post où je disais que j'avais pas de chaise. Parce qu'en gros, je travaille debout. Et ben, tu gagnes genre peut-être 300 abonnés en une journée et beaucoup de likes, mais genre, enfin, ça t'apporte vraiment rien à ton business. Mais t'as toujours le truc de ton ego aime bien avoir des likes, alors que du coup, ça, enfin, personne paye en likes, tu vois, dans la vraie vie. Donc ouais, c'est toujours où est-ce que tu mets le curseur? C'est ça. Est-ce que tu fais du 10-90%? Est-ce que tu fais du 0-100%? Est-ce que tu fais du 50-50? Bah, c'est vraiment une stratégie à avoir. Tu vois, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis plus sur du 20-80, c'est-à-dire 20% un peu mainstream et 80% très niché. Et dans la stratégie d'augmenter un peu les audiences, est-ce que ça vaudrait pas le coup de baisser un peu le curseur? Yes. Eh ben, c'est des questions que tout le monde se pose, je pense, hein. Enfin, en tout cas, tous les gens qui font du Ouais, contenu. c'est sûr. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Si jamais on se fait un podcast dans un an, idéalement, tu penses que ton podcast en sera où? Peut-être 6 mois, parce Eh que ça ben, va vite. écoute, Peut-être 6 mois si jamais tu évolues trop vite. ouais, 6 mois. Et ben, écoute, vu comment ça avance, je pense qu'on aura dépassé les 200 épisodes. Ok. Et j'espère, je te le donne un peu en avant-première, que j'aurai une deuxième émission en plus. Donc j'ai déjà le titre. C'est une émission qui s'appellerait Un jour de plus. Et ça traiterait pas du tout du sujet de la vente, mais plutôt du sujet de la longévité, où j'aimerais Ok. bien inviter des gens qui sont dans la santé, la prévention, le sport, la médecine, etc. Et c'est un sujet qui, du coup, qui est plus mainstream, tu vois. Et justement, je me pose la question d'inviter des gens peut-être un peu controversés, qui ont une médecine alternative, qui parlent d'autres choses que juste ce dont on connaît. Le problème, c'est toujours pareil. C'est si tu invites, je sais pas, un naturopathe, derrière, ça va être compliqué d'inviter un grand médecin. Donc voilà, je suis un peu Ah ouais, justement dans ces réflexions-là. Mais j'aimerais bien faire un nouveau podcast sur des sujets autres que la vente B2B, même si je vais le garder, bien sûr, et je vais essayer de pousser au maximum les héros de la vente. Mais avoir un podcast complémentaire, un peu comme Mathieu Stéphanie qui fait la martingale en plus de Génération Do It ok. Yourself. Et un jour de plus, ce serait avec le modèle similaire où les invités payent? Non, là, ce serait plutôt un modèle vraiment Ok. sponsoring. Donc, pour inviter plutôt des gens très experts dans leur domaine, c'est-à-dire dans la santé, donc plutôt des médecins, des professeurs. Donc, eux, laisse tomber déjà pour les faire passer dans un podcast, à mon avis, je vais beaucoup plus galérer.
Alors les faire payer, ce sera pas à l'ordre du jour. Mais par contre, avoir des sponsors du type des mutuelles, tu vois, qui investissent dans la prévention en santé, ou des startups qui font des choses pour la santé, et eux les mettre à bord pour co-écrire l'émission et la coproduire et les faire payer un sponsoring. Ouais, parce que je veux dire, en vrai, c'est peut-être une manière de scaler ça en mode. Tu pars du principe que toi, ta compétence, c'est juste de savoir créer un podcast, faire des écoutes et faire les sponsoring. Tu peux en lancer 5-10 Ouais. par an. À chaque fois, tu mets une personne là-dessus et tu productises ça. J'ai pas l'exemple en tête, mais c'est certain qu'il y en a qui l'ont fait. Donc, ouais, pourquoi pas. Ouais, alors ça c'est une autre idée aussi effectivement de créer des émissions, produire des émissions, mettre quelqu'un d'autre que moi derrière le micro. Là, je pense que ce sera effectivement plus un projet, pas pour l'année prochaine, mais peut-être pour dans 2 ans, tu vois. Si justement la deuxième émission que j'ai lancée marche bien, et bah ok, bah essayons de dupliquer ça sur d'autres domaines avec d'autres personnes, en sachant que il faut bien choisir sa table de poker parce que des podcasts, il y en a beaucoup, il faut trouver le secteur où les gens sont prêts à payer. Ouais, 100%. Hop. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve? Du coup, je mets ton lien de, je pense, podcast en description. Lien, Alors, on me retrouve sur LinkedIn. ok. Ensuite, sur tous les réseaux Spotify, Apple, Deezer, YouTube, donc les héros de la vente. Et vous tapez aussi sur le site web Ok. leshéroesdelavente.com. Et chaîne YouTube, du coup, tu l'as? Parce qu'en l'occurrence, maintenant, je mets des liens YouTube. Ouais, D'ailleurs, les héros de la en mettant vente. que des liens YouTube, ça a boosté tout mon contenu parce que j'ai compris que LinkedIn avait maintenant une politique très très stricte sur les liens. Et si tu mets que des liens YouTube qui redirigent vers YouTube, ils aiment beaucoup. Donc maintenant, j'essaie de mettre que des liens qui redirigent vers YouTube. Ouais. Sur LinkedIn, tu veux Non, non, dire? de YouTube à YouTube. Ah oui, Ouais, oui. du coup, c'est pour ça. Ouais, ouais. Oui, oui, tu peux mettre tes liens format long dans tes shorts, par exemple. C'est pas mal. Ah, ok, ok, 100%. Ouais, c'est une bonne stratégie pour envoyer des auditeurs qui voient tes formats longs et tes formats courts, pardon, et qui connaissent pas tes formats longs. Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'était ultra intéressant. C'est le genre d'épisode que j'aime bien parce qu'à la fois, on parle quand même d'un modèle quand même très différent. Enfin, tu vois, genre là, du coup, scaler un podcast B2 avec ce modèle-là, je pense que j'aurais pas d'autres invités en France à qui en parler. Et on a également parlé un peu des sujets de vente, parce que j'ai quand même pas mal de questions là-dessus. Écoute, merci encore d'avoir tout partagé. Puis on se retrouve du coup dans un an ou dans 2 ans quand tu auras scalé des centaines de podcasts différents. Ouais, merci Valentin, tu mènes très bien l'entretien. Ça m'a donné envie d'écouter tes autres interviews qui sont très pratico-pratiques. J'essaye, ouais. Et à mon avis, c'est super pour les auditeurs pour pouvoir. En plus, j'ai vu que tu faisais un bon chapitrage. Ouais. Donc, tu peux aller voir sur YouTube un épisode et dire, bah tiens, moi, le sujet qui m'intéresse autour de ce thème, c'est ça. Et donc, et peut pas forcément regarder tout, mais regarder au moins le passage qui t'intéresse. Donc, écoute, bien joué. T'as gagné un auditeur. Et puis avec plaisir, si tu veux passer dans l'héros de la vente en cross promo, ce serait un plaisir. Yes, carrément. Bah écoute, au plaisir. Merci à toi. À bientôt, Valentin.